allons reprendre avec les allocutions officielles un petit peu de politique. Et je commencerai, moi, mon propos par un verset très corporatiste devant les tentations de nos autorités à soigner une jambe de bois avec un pansement. Alors pour les pharmaciens hospitaliers, puisque je suis Philippe Meunier, je suis président du syndicat national des pharmaciens, praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires, je vais vous parler ici des coups de boutoir contre le DES de pharmacie hospitalière. Je profite de la présence en nos murs, du président de la section H, que je remercie d'être là. Nous avons échangé d'ailleurs hier soir, pour alerter sur des éléments qui pourraient être interprétés comme paradoxaux. En effet, l'Ordre des pharmaciens a justement alerté sur la multiplication de signalements d'actes relevant de la compétence exclusive des pharmaciens, mais réalisés en pharmacie au usage intérieur par des préparateurs en pharmacie. En effet, il avertit sur les risques d'exercice illégal de la pharmacie, en rappelant que, bien sûr, une pharmacie usage intérieur ne peut être ouverte qu'en présence d'un pharmacien. Oui, il y a un manque de pharmaciens dans les pharmacies hospitalières. Je cite, il faut œuvrer pour que les pharmaciens ne travaillent plus dans des conditions isolées. L'autre solution serait d'attirer les jeunes vers la pharmacie hospitalière. Il n'y a pas assez de pharmaciens formés pour remplir tous les postes, toutes les fonctions, toutes les missions qui n'ont cessé ces dernières années d'augmenter. Voilà. Nous souscrivons totalement à cela. L'augmentation du nombre d'internes en pharmacie est une piste qui a commencé à être prise avec le soutien de l'Ordre d'ailleurs, et il faut continuer. Nous demandons d'ailleurs le plus rapidement possible la création d'une 50aine de postes de DES de pharmacie hospitalière. La désaffection pour les études de pharmacie exacerbée et induite par le nouveau système d'entrée dans les études de santé est bien sûr à considérer. Mais nous ressentons un double discours sur le DES. Obligation d'un côté, mais sous couvert de problèmes démographiques, que vous connaissez bien sûr, souhait de libéraliser l'accès à l'hôpital. Il n'est pas besoin de confirmer l'exigence de diplôme du DES, comme indiqué dans les médias. En plus, c'est un décret. Je vous rappelle que le DES est promu par un décret. La section H propose d'examiner les possibilités pour les autres métiers de la pharmacie d'acquérir une compétence de DES par reconversion professionnelle, avec des passerelles. Concernant ainsi cette possibilité de reconversion, avec des passerelles, qui existent, mais d'une façon extrêmement limitée pour d'autres activités, disciplines médicales, la tentation à la facilité pourrait amener à une dévalorisation du DES, et nous y sommes bien sûr totalement opposés. Donc, vigilance extrême. Autre conséquence de cette pénurie de pharmaciens, et à l'hôpital public notamment, induit un recours à l'intérim médical. Ça y est, nous y sommes comme pour un certain nombre d'autres disciplines médicales. Voilà. Donc, de nombreux postes non pourvus, aussi bien dans le secteur public et privé, amènent à une surenchère mettant à péril la stabilité et la sécurité des PUI et de leur recrutement, et donc, in fine, des établissements de santé. Concernant cet intérim, le ministre de la Santé a dit notamment « L'intérim, c'est comme de la morphine, lorsqu'on en prend, ça va mieux, mais ça ne règle pas la pathologie, et ensuite on devient complètement dépendant. » Et je vous rappelle que nous, pharmaciens, on a tendance à prendre en compte les effets secondaires. Donc, encore une fois, le SNPHPU demande aux autorités d'augmenter le nombre de postes de pharmaciens dans les établissements de santé afin notamment d'arrêter les exercices isolés, générateurs de situations humaines difficiles, de fermeture de PUI d'ailleurs, contre nature, de favoriser tout ce qui est coopération, recrutement partagé entre les structures sanitaires, médico-sociales et privées, par l'octroi au même titre que dans les autres établissements publics de primes territoriales, de primes de solidarité, voire dans certains territoires en difficulté de majoration de ces primes. Je vous renvoie à l'excellent diaporama que nous a présenté le conseiller Mohamed Benaïssa hier, et que d'ailleurs tout le monde se bat pour le récupérer. Voilà, nous ne recrutons plus d'assistants spécialistes,
devant cette carence, à la vue de la modernisation également des statuts de praticiens contractuels et titulaires, l'extinction de celui d'assistant spécialiste est en train également de s'annoncer. Recrutons dès le début de carrière des jeunes pharmaciens directement sur des postes de praticiens contractuels en attente de titularisation. Nous appelons également les établissements à inscrire les postes en difficulté de recrutement sur la liste de bénéficiaires potentiels de la prime d'installation validée par les ARS et les commissions régionales paritaires qui sont assez, on va dire, endormis, à l'instar de ce qui est effectif pour d'autres disciplines médicales. Puisqu'on aborde ici le cursus des études pharmaceutiques, ou le cursus pharmaceutique, rappelons le décret récent du 4 août dernier qui instaure un relevé mensuel des obligations de service réalisées par les internes, ok, mais surtout qui étend le statut de docteur junior aux étudiants de 3e cycle réalisant le DES de pharmacie hospitalière, ce qui n'était pas encore le cas. Alors au-delà de l'évitement de l'écueil des usines à gaz que nous avons l'habitude de générer et subir, attention au risque de spirale, manque d'internes, manque de seniors, docteur junior. Nous sommes, bien sûr, en tant que syndicat professionnel, particulièrement attentifs à la mise en œuvre des modalités pratiques de ce texte et l'équilibre à respecter entre formation, perfectionnement et professionnalisation. Les carrières hospitalo-universitaires, puisqu'on parle carrière et cursus, n'attirent plus. On assiste également à une crise de confiance des AHU vis-à-vis des pouvoirs publics, ce n'est pas nouveau, et je vais me permettre de paraphraser Alliance Hôpital, avec le constat que les conditions de travail n'ont jamais été aussi délétères, les considérations des tutelles jamais aussi dégradées. Dialogue social pompeusement intitulé « Attractivité des carrières hospitalières universitaires inexistant », je pense que Sadek devrait en parler, ou Norbert, et avec une déstabilisation des établissements, bien sûr, avec une crise économique, mettant en danger les moyens nécessaires, compromettant l'accessibilité aux soins, crise démographique, crise institutionnelle, en grande partie induite par les effets pervers de la loi HPST, je ne reviens pas là-dessus, qui a écarté le corps médical du processus décisionnel à l'hôpital. À cela s'ajoute, pour les HU, une succession d'injustices, par exemple sur les retraites, dont les modalités représentent un épouvantail pour l'attractivité, mettant en péril la fonction. Je vous rappelle les missions quand même des hôpitaux universitaires, enseignement, soins, recherche. La gestion sanitaire de la crise pandémie a mis en lumière les problématiques chaque jour croissantes des pénuries et des ruptures de stock de médicaments et dispositifs médicaux. La loi de financement de la Sécurité sociale 2022 a acté l'autorisation pour les pharmacies usage intérieur de produire des préparations spéciales en cas de rupture d'approvisionnement ou de crise sanitaire, dans son article 61. Alors si on peut se féliciter en effet de la reconnaissance de nos pharmacies usage intérieur par ce biais, est-ce vraiment notre métier que de préparer des médicaments pour pallier aux carences de l'industrie pharmaceutique? Même si les PUI ont joué un rôle primordial pendant cette crise, et heureusement qu'elles étaient là, est-ce encore une fois son rôle? D'ailleurs, elle continue à gérer, au moins pour les PUI support, sans réels moyens supplémentaires, la gestion de la crise. À côté d'un débat plus large sur l'importance stratégique de relocalisation de l'outil industriel, au moins en Europe, ne pourrait-on pas s'orienter vers un organisme national et européen de type EPRUS plutôt que de rajouter une couche sur le dos des PUI dont nous venons de voir qu'elle manquait déjà de pharmaciens? Les pharmaciens pourraient les pharmaciens pourraient bien sûr y être présents et rajouter leurs compétences. Notons que les tensions et ruptures d'approvisionnement, les arrêts de commercialisation également pour les dispositifs médicaux sont également de plus en plus fréquents et augmentent. Et que les pharmaciens sont amenés, et vous êtes amenés, à consacrer de plus en plus de temps à régler ces problématiques quotidiennes. Tout ça pour dire qu'il faut vraiment faire en sorte que la politique des médicaments et des dispositifs médicaux soit conduite par des agents publics expérimentés, formés aux questions de santé et de production, en lien avec la société civile experte. Nous sommes preneurs et force de proposition.
Il n'y a pas que le médicament, donc le dispositif médical. Nous rappelons que l'ordonnance adaptant le Code de la santé publique au règlement européen sur les dispositifs médicaux est parue le 21 avril, en dehors de l'embouteillage administratif lié au renforcement notamment des prérequis nécessaires à l'obtention du marquage CE qui ramène une couche sur les ruptures de stock et les ruptures d'approvisionnement. L'article 9 élargit aux investigations cliniques les missions des PUI en matière de recherche, impliquant la personne humaine. Là encore, nous sommes satisfaits qu'il constitue finalement une reconnaissance du rôle de la PUI et des pharmaciens dans le circuit au sens large des dispositifs médicaux. Je passe un petit clin d'œil moqueur sur la retranscription dans l'article L5126-5 qui parle d'accessoires, qui a introduit un nouveau dispositif qui s'appelle accessoires. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Quand est-ce que nos tutelles vont embaucher des vrais juristes? Il y a des gens qui savent écrire un petit peu les textes. Alors, concernant également les nouvelles missions, un arrêté avec en annexe un modèle de protocole local autorisera les pharmaciens de pharmacie usage intérieur, je dis bien de pharmacie usage intérieur, au renouvellement et adaptation des prescriptions en déclinaison du nouvel article L5126-1 du Code de la santé publique. Le CNPHPU soutient la démarche en sachant qu'il ne s'agit pas et qu'il ne doit pas s'agir de pallier la pénurie de médecins, mais de se situer dans la continuité de notre rôle assuré et assumé de gardien des poisons et des consensus thérapeutiques. Nous avons fermement et clairement œuvré pour cette extension d'exercice, passez-moi l'expression, que cette extension soit assurée dans le cadre de la PUI et non pas par les pharmaciens qui seraient offshore dans nos établissements. C'est l'occasion de répéter, je dirais comme la République, c'est un peu prétentieux, que la PUI est une et indivisible. Nous avons attiré depuis 2 ans l'attention sur les limites de la réforme de l'ATU, c'est-à-dire la création des statuts des médicaments à accès précoce et compassionnel, amenant au risque bien connu du mieux pouvant être l'ennemi du bien, parce qu'on a vraiment l'art de créer des usines à gaz. Exemple en est la myriade de plateformes pour lesquelles il faut faire, qui permettent de faire la demande de ces médicaments avec le suivi. Un arrêté est en cours de rédaction avec une application en septembre, nous y sommes, donc on ne croit pas trop, les conventions pour des conventions, pour la création d'une plateforme unique, ce qui permettrait quand même de simplifier les affaires. Les conventions se signent, vous savez qu'il y a des conventions, et nous devons nous féliciter que les royalties financières soient identifiées à l'intention de la pharmacie d'usage intérieur. Le CNPHPU a œuvré et était là pour obtenir cette avancée. Autre sujet vraiment extrêmement restructurant, là aussi on en a parlé hier aux informations, lors de nos informations professionnelles, la certification des professionnels de santé. Et nous nous engageons donc dans cette certification qui permet de parler concrètement du parcours DPC, remettant le professionnel au centre de la démarche. Et merci aux collègues et au collège et à celui de pharmacie qui œuvrent pragmatiquement en ce sens. En effet, il était temps, les professionnels reprennent la main. Une fois de plus, il s'agit de s'extraire pragmatiquement de la technocratie qui mobilise le système et les rend peu performants et contre-productifs. Il faut à ce niveau rendre hommage au Collège national de pharmacie. Les professionnels parlent aux professionnels. Ne loupez pas le coche. Comme l'a dit le professeur Antoine Dupuis hier, emparez-vous de ce parcours. Parlons un petit peu du CNG, de nos carrières, puisqu'on parle carrière pendant ces journées. Centre national de gestion. Si par le passé, ça n'a pas été le cas actuellement, tout au moins en ce qui nous concerne, le Centre national de gestion enfonce les collègues et donne raison aux directeurs d'établissement en dépit du non-respect de procédures par ces derniers. Un cas nous en occupe particulièrement, remettant en cause l'indépendance professionnelle du pharmacien gérant, l'assujettissant à sa hiérarchie administrative par non-respect des procédures de recrutement notamment là, dans le cas qui nous occupe, par l'absence d'avis médical dans un établissement sans CME, conduisant à une demande d'ailleurs de licenciement validée allègrement par le Conseil national, le CNG. Je ferai remarquer que
lors de la première instance, il y avait eu un avis unanime de la Commission nationale statutaire. C'est la première fois, ça fait maintenant, je ne vais pas dire parce que vous allez dire il est vraiment trop vieux, mais ça fait, je dirais, au moins 20 ans que je siège dans cette commission, et c'est la première fois que je vois un avis unanime non suivi. Nous proposons que le CNG soit co-géré, puisque le directeur va s'en aller, la directrice va s'en aller. Nous proposons vraiment que le CNG soit co-géré par un directeur, un praticien hospitalier, puisque l'organisme s'occupe des deux carrières. Thématique importante de ces journées, numérique en santé. Nous demandons vraiment une présence pharmaceutique dans la gouvernance du numérique en santé, qui est en cours de refonte. Sécurité, interopérabilité, praticité, en sont les maîtres mots. Encore une fois, où sont les professionnels? Je passerai sous silence l'obligation de sérialisation qui sont tombées dans les oubliettes covidesques par faute de moyens. On souhaiterait presque que l'Europe mette en exécution ces menaces d'amende financière. Le Ségur, pour les praticiens, n'a pas fait que des heureux. Il a écrasé une partie de nos carrières. Le syndicat, avec d'autres, sont toujours dans l'attente d'une rectification en espérant une prise de conscience de notre nouveau ministre de la Santé, et néanmoins collègue, très au fait de cette injustice. Je vous conseille d'assister à la session de demain sur la gestion des carrières. Allez, un peu de baume au cœur. Après la revalorisation du point d'indice, cet été, les personnels médicaux hospitaliers publics ont vu une revalorisation des rémunérations et émoluments. Et il faut vraiment remercier le SNAM et la CMH pour cette avancée. Les feuilles de route présentées par le gouvernement dans le domaine de la santé souhaitent prendre soin des santé en passant par 11 grands chantiers, dont adapter et renforcer notre modèle hospitalier, refonder notre système hospitalier dans une logique territoriale en remettant l'éthique au sens et le sens au cœur du projet de l'hôpital et en définissant une nouvelle attractivité pour les métiers de santé. Prenez soin de nous, Monsieur le Ministre. Gageons que la pharmacie usage intérieur et ses pharmaciens seront partie prenante de ces nobles tâches. Je vous remercie de votre attention et passe tout de suite la parole à Patrice Joie, président du SNRPH. Alors, je te remercie, Philippe, de me donner la parole, cher président, chers consoeurs, chers confrères. Le syndicat national des radiopharmaciens, depuis sa création, défend l'exercice de la radiopharmacie. Il a toujours défendu dans le respect de la législation. Et nous remercions nos collègues de nous offrir une visibilité à cette tribune. Alors, depuis janvier 2018, il y a eu de multiples réunions disciplinaires à la DGOS. Et la DGOS les a organisées pour transformer, ça va être le sujet de mon discours, les autorisations d'équipements lourds en médecine nucléaire en autorisations d'activité de médecine nucléaire. Cet impact, bien sûr, a énormément... il y a un impact sur l'activité des radiopharmacies. Mais c'était plus que certain, mais la DGOS a refusé que nous, le syndicat national des radiopharmaciens, y participent. Heureusement, il y a eu la Société française de radiopharmacie, et je remercie aussi l'Ordre des pharmaciens d'avoir participé à ces réunions. Par contre, tous les syndicats médicaux étaient présents, que ce soit les syndicats médicaux, la Société française aussi de médecine nucléaire, mais tous les syndicats médicaux de médecine nucléaire libéraux. Et ces travaux ont abouti à l'apparition, à la fin de l'année 2021, du décret qui concerne l'implantation, en fait, de cette activité de médecine nucléaire. Et au début de l'année 2022, il y a eu l'apparition du décret relatif aux conditions techniques et là de fonctionnement de cette activité de médecine nucléaire. Alors, je vais commencer par un bref rappel. On va commencer par le premier décret, le décret relatif aux conditions d'implantation de l'activité de médecine nucléaire. Et ce décret définit 2 niveaux d'activité de médecine nucléaire. On va les appeler la mention A et la mention B. Alors, quand un service de médecine nucléaire se situe en mention A, c'est lorsque l'activité concerne en fait l'administration de médicaments radiopharmaceutiques. Ces médicaments radiopharmaceutiques vont être utilisés soit en diagnostic
ou en thérapie. Mais il y a un terme qui convient bien pour les centres libéraux, c'est hors pathologie cancéreuse. Et c'est quand il y a cette préparation de médicaments radiopharmaceutiques qui est réalisée selon, bien sûr, le RCP et dans des conditions aseptiques et sous un système clos. La mention B, elle, dans les services de médecine nucléaire classés en mention B, on se retrouve comme en mention A, mais avec en plus des activités diagnostiques et thérapeutiques. C'est l'administration de médicaments pharmaceutiques qui vont être préparés selon un procédé aseptique, mais là, on va être en système ouvert. Bon, il y a très peu de préparation dans ce cas-là. Et il y a aussi, et c'est bien, les actes de marquage cellulaire. Vous prenez des éléments figurés du sang que vous marquez, en fait, avec des radionucléides. On a bien sûr aussi les dispositifs médicaux implantables actifs et les actes thérapeutiques pour pathologie cancéreuse. Alors moi, ce qui m'interpelle, c'est que le ministère a choisi sciemment de définir une activité médicale, mais il l'a définie en fonction des médicaments, des modalités de préparation de ces médicaments radiopharmaceutiques, ce qui est complètement aberrant. Et moi, je pense aux ARS, ça va être pour eux réellement un casse-tête, parce qu'il va falloir classer la mention A et la mention B. Bon courage, parce que quand on est en mention B, on est obligé d'avoir une PUI. Et comme l'affaire n'est pas assez complexe, c'est pas assez compliqué, ils nous ont sorti le décret de 2022 qui concerne les conditions techniques de fonctionnement de l'acte de médecine nucléaire, et ça a encore plus complexifié l'affaire. Pourquoi ? On se retrouve avec deux régimes juridiques qui sont carrément distincts. Il y a les sites de médecine nucléaire de mention A, qui ne disposent pas d'une pharmacie à usage intérieur, et d'autre part, vous avez les sites de médecine nucléaire de mention A et B qui ont obligatoirement une pharmacie à usage intérieur. Pour schématiser, on a 100 sites à peu près de médecine nucléaire avec établissements de santé en France, et on a 100 sites d'établissements libéraux. Les centres libéraux de médecine nucléaire qui relèvent de la mention A, ils sont 100 PUI, et on aura les sites de médecine nucléaire dépendant d'un établissement de santé publique ou privé qui relèveront en fonction de leur typologie de la mention A avec type PUI ou de la mention B obligatoirement avec PUI. Donc vraiment deux régimes distincts. Et ces activités qui sont en fait exercées sous couvert d'une autorisation de mention A. Mais elles incluent complètement des tâches du monopole. On se retrouve en fait dans la préparation des médicaments radiopharmaceutiques et pas simplement dans l'utilisation de médicaments qui sont prêts à l'emploi. Or, le décret prévoit, et ça c'est fabuleux aussi, que certains sites de médecine nucléaire libéraux relevant de la mention A puissent fonctionner sans PUI. Alors, pas de PUI, et ils doivent uniquement s'assurer du concours d'un radiopharmacien. Alors moi, j'adore ce terme concours, c'est un terme ambigu, qui est insuffisamment précis. On a beaucoup posé de questions à la DGOS, mais bon, ils l'ont défini, je vais vous expliquer. En fait, le concours, ça consiste à réaliser, le radiopharmacien va réaliser des contrôles sur la préparation et sur les conditions de détention des médicaments radiopharmaceutiques. Il va assurer l'approvisionnement et aussi il va participer, alors ça c'est, il participe au processus qualité, en fait, dans le domaine qui concerne bien sûr ses compétences. Et il doit habiliter le personnel à la préparation et au contrôle des médicaments radiopharmaceutiques. Au regard du monopole, le rôle du pharmacien ne peut pas se limiter au contrôle et à l'approvisionnement et à la participation au contrôle qualité. Moi, je suis dans un site de médecine nucléaire établissement T mention 1. Je participe en fait à toutes les étapes de la préparation des médicaments radiopharmaceutiques. Le pharmacien gérant m'a délégué sa responsabilité. Soit je réalise la préparation, soit je supervise l'ensemble de cette préparation. Et il y a quelque chose qui est essentiel,
c'est que le radiopharmacien ne doit pas seulement apporter son concours au médecin nucléaire, mais il y a quelque chose qui s'oublie complètement. Il est en charge de la préparation, mais quelque chose qui est fondamental, comme pour les unités de reconstitution des cytostatiques, c'est il y a toute la dispensation de ces médicaments qui sont utilisés à l'occasion des actes de médecine nucléaire. Et ça, ce terme de dispensation n'apparaît pas du tout dans ce décret. Alors, le décret du 1er février 2002, et là, il y a quelque chose aussi qui est très gênant. Il ne garantit pas que les médicaments radiopharmaceutiques qui sont utilisés par un site de médecine nucléaire, jouissant d'une autorisation de mention A, seront préparés par des pharmaciens appartenant à une PUI ou bien par des établissements pharmaceutiques qui vont sous-traiter. Il ouvre la voie à la préparation de médicaments radiopharmaceutiques selon d'autres modalités que celles qui sont prescrites par le Code de la santé publique. Donc on arrive dans quelque chose de complètement nouveau, et ces dispositions du décret, elles sont insuffisamment précises sur le statut, des radiopharmaciens chargés de prêter son concours au médecin nucléaire libéral. Vous comprenez, le médecin nucléaire libéral, il va dire « Monsieur Joie, vous venez tel établissement, vous venez 1 jour par mois, ou ce sera peut-être même 2 jours par an. » Il n'y a rien qui est défini. Et il y a aussi ces missions du radiopharmacien, c'est un nouveau régime de préparation de ces médicaments qui est susceptible d'être mis en œuvre par d'autres professionnels que ceux qui sont autorisés à exploiter une PUI. Par contre, on ne prévoit pas les modalités précises et on ne assortit pas du tout à ce régime des garanties qui sont nécessaires, parce que quand même, c'est des médicaments de liste 1 qui sont radioactifs, qui sont réservés à l'usage hospitalier. Moi, je compare tout le temps cette activité, parce que je l'ai fait avec l'URC, on est dans une zone d'atmosphère contrôlée, et on n'a aucune garantie nécessaire. Voilà. Et le deuxième sujet qui me préoccupe complètement, c'est le droit fondamental à la protection. Protection de la santé, c'est-à-dire qu'on a le droit de recevoir sur l'ensemble du territoire les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire. Alors un patient qui a un cancer, il ne sait pas du tout que quand il va dans un centre libéraux de médecine nucléaire, il n'y a pas de radiopharmacien pour sécuriser ce circuit de médicaments radiopharmaceutiques. Quand il va dans un établissement de santé, il y a le radiopharmacien qui est là, il y a une présence pharmaceutique toute la journée, il y a une permanence radiopharmaceutique. Alors ce décret litigieux, il n'impose pas sur les sites de médecine nucléaire de mention A, ne dispensant pas d'une pharmacie à usage intérieur, la présence du radiopharmacien sur site pendant tous les actes de préparation, de dispensation et de la sécurisation du médicament radiopharmaceutique. Et pourtant, c'est de la responsabilité pharmaceutique. La qualité des soins et la prise en charge des patients qui bénéficient d'un examen scintigraphique ou d'un traitement par radiothérapie, donc tout ce qui est la thérapie, doivent pourtant répondre au même niveau d'exigence, quelle que soit la structure qui les accueille, et ce d'autant que les conditions de remboursement, et c'est ça qui est fabuleux, c'est par la sécurité sociale, sont les mêmes. Vous soyez dans le privé ou dans le public, là, il n'y a pas de radiopharmacien, on n'assure pas la sécurisation, mais les remboursements sont pareils. Alors, moi, en tant que président du SNRPA, je me félicite. Je me félicite parce que les radiopharmaciens commencent à rentrer dans les centres libéraux. Donc là, on est quand même... On est content, mais ces jeunes qui vont aller dans ces centres libéraux, il faut qu'ils exercent quand même, il y a leur responsabilité, il faut avoir quand même des règles réglementaires. Et quelle va être la responsabilité avec cette notion de s'assurer le concours? Comment pourront-ils sécuriser le circuit de médicaments radiopharmaceutiques? Moi, je dirais que ça va être des intermittents du spectacle, alors qu'ils ont entièrement la responsabilité. Quand il y aura un problème, le médecin nucléaire il va se dire « ça va être le pharmacien, c'est certain, ce ne sera pas lui ». Et depuis de nombreuses années, on avait mené un combat pour travailler avec du personnel formé, qualifié, habilité. On voulait que ce soit des préparateurs en pharmacie hospitalière. Ça a été les manipulateurs en électroradiologie médicale. J'en suis content. Moi, peu m'importe que ce soit des manipulateurs, il faut qu'ils fassent de la radiopharmacie et qu'ils respectent toutes les règles. Mais par contre, quand leur décret de compétence... Quand ils sont dans un établissement de santé, ces manipulateurs, ils peuvent aider à la préparation sous l'autorité technique d'un radiopharmacien.
Et alors là, il ne va pas y avoir de présence pharmaceutique, il n'y aura pas de préparateur en pharmacie, il y aura que des manipulateurs, excusez-moi, en électroradiologie médicale. Mais pour moi, ils vont faire de l'exercice illégal de la pharmacie, sans présence pharmaceutique. Mais ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas simplement la radiopharmacie. Moi, avant tout, on est pharmacien hospitalier, on a fait une spécialisation. Moi, je suis avant tout pharmacien hospitalier. Et il y a la pharmacie hospitalière, mais il y a la pharmacie d'officine. Elle est touchée carrément avec ce texte, parce que, pourquoi? Il y a une brèche qui est carrément ouverte dans le monopole, dans le secteur de la préparation, et pour des médicaments contenus à risque. Je ne citerai pas certains noms de grandes surfaces, mais je ne vois pas pourquoi on utiliserait des médicaments radiopharmaceutiques injectables qui sont préparés sans radiopharmacien, et pourquoi pas ne pas vendre du paracétamol par personne. Bon, et ce que je veux dire, il y a tout. Je remercie Philippe, le SNPHPU, je vois qu'il y a Patrick Rambourg qui est ici, je remercie l'Ordre. Il y a eu tous les syndicats pharmaceutiques, tout le monde s'est uni, il y a un recours qui est déposé contre ce texte, et je pense que c'est vraiment réellement dangereux pour la profession. Et je m'amusais à regarder tous ces 100 centres libéraux, j'ai pris itinéraire MAPI, me dire ils sont situés à combien à pied, est-ce qu'on peut y aller d'un établissement de santé? On peut. Ils sont tous, il y en a certains qui sont même à l'intérieur d'établissements de santé. Donc il y a des tas en fait de solutions qui peuvent être trouvées, et il faut y réfléchir. Mais voilà, mon seul message, c'est pour vous dire que je trouve que pour la pharmacie hospitalière, la pharmacie d'officine, ces décrets qui sont sortis sont réellement dangereux. Et je vous remercie tous de m'avoir écouté. Merci. Je passe la parole à Norbert Skurnik. Oui. Bonjour tout le monde. Je vais enlever ma casquette. C'est simple, c'est qu'avec l'éclairage, nous ne vous voyons pas. Voilà, donc c'est noir, je ne vous vois pas, voilà, comme ça, je vous vois. Bon. La deuxième petite remarque. Dans le programme, il y est partout marqué convergence. Depuis plusieurs années, c'est plus convergence, c'est alliance. Bon, l'alliance hôpital, voilà. Alors, on a déposé le nom. Ouais. Bon. Vous me connaissez. Je viens régulièrement, je suis le président de la coordination médicale hospitalière qui regroupe 13 syndicats hospitaliers et hospitaliers universitaires, dont certains bi-appartenants hospitaliers et hospitaliers universitaires, dont le SNPHPU. C'est toujours une grande joie pour moi d'être ici parce que malgré les divers avatars, malgré le Covid, malgré la désyndicalisation des jeunes, malgré pas mal de choses, le manque de tonus militant, le SNPHPU est un syndicat qui compte, un syndicat qui a du monde, un syndicat qui sait se faire entendre et un des principaux syndicats de la CMH. Il n'y en a pas beaucoup dans la CMH qui soient représentatifs comme le SNPHPU. On est 4-5, quoi. C'est un syndicat réellement qui n'est pas du tout un petit syndicat secondaire, c'est un vrai syndicat. Et à chaque fois que je viens ici, je suis très heureux de retrouver une salle pleine avec des activités scientifiques de cette nature et une vie démocratique avec, à l'heure actuelle, notre ami Meunier, président. Et je vois tous les anciens présidents avec qui je suis très lié. Voilà. Bon. Alors, la médecine hospitalière, et c'est pas nouveau, traverse une crise. Alors, je vais vous dire quelque chose en un mot. On a eu des succès, on a eu des échecs, tout s'est passé plus ou moins bien dans le passé. Actuellement, nous n'avons que des échecs. Depuis quelques mois, rien ne va. Il faut que vous compreniez ça, rien ne va. Nous n'avons absolument aucun espoir de changer quoi que ce soit rapidement. La gouvernance actuelle de notre pays ne permet pas trop de faire autre chose que d'attendre le grand débat, le Conseil national de la refondation, la suite du comité de pilotage de la mission flash sur les urgences, un nouveau débat et des discussions sur le débat. Voilà.
Donc peut-être que... Non, ça va, c'est bon. Donc peut-être que dans 6 mois, après 1 ou 2 grèves, j'espère lancer, comme d'habitude, par les psychiatres, il y aura un petit changement, mais à l'heure actuelle, les éléments de véritable souffrance de l'hôpital ne sont pas pris en compte. Ne sont vraiment pas pris en compte. Alors c'est quoi les éléments de souffrance? C'est quoi les éléments de revendication? Ils sont de 3 ordres. Ils sont démographiques. D'abord, ils sont institutionnels par rapport à la prise de pouvoir des administrations, des directeurs et du pouvoir politique au-dessus par rapport au corps médical dans les hôpitaux. Les médecins ont perdu la main. Ils l'ont récupérée. Les médecins ont récupéré la main pendant le Covid de mars-avril 2020. Ça n'a pas duré très longtemps. Lorsqu'il y a eu cette crise extrêmement aiguë, le gouvernement et tout le monde a compris que c'était à nous de gérer l'hôpital. Il y a eu quelques petites conséquences positives, mais qui n'ont pas été très loin. Je vais en reparler. Troisièmement, crise financière. Parce que nous n'avons plus de sous. L'argent qui est débloqué, c'est souvent des gadgets. Et vu le mode de gouvernement que nous avons à l'heure actuelle, des gadgets pour des copains, pour tel ou tel professeur célèbre, mais sur le fond de l'hôpital public, sur le fond de l'extra-hospitalier, pour moi qui suis psychiatre, sur le fond des alternatives à l'hospitalisation, sur le fond des plateaux techniques, rien. Rien, rien. Et de plus, nous avons, du fait de la crise démographique, un trou colossal en termes démographiques. Je mets au défi quiconque dans cette salle de m'expliquer si par miracle nous arrivions à recruter, comment il paierait. Je pense que la crise démographique a un rapport dialectique et synergique avec la crise financière. Parce que quand, pour reprendre l'exemple de ma discipline, Macron annonce la création de 90 postes d'infirmiers, bravo, merci Monsieur le Président, 90 postes d'infirmiers pour le secteur de psychiatrie. Il y a 90 départements en France. Bon, ça fait un infirmier par département. Dans chaque département, il y a 3 ou 4 dispensaires. Dans chaque dispensaire, vous avez une quinzaine de postes vacants parce qu'on ne recrute pas. Voilà en 2 mots ce qui se passe. Et non seulement on ne recrute pas parce qu'on n'y a personne, mais en plus l'hôpital est en déficit. Donc j'insiste sur le rapport pervers qui n'a pas encore été démontré jusqu'au bout entre la crise démographique, les postes vacants et la crise financière. Parce qu'avec toute cette masse de postes non pourvus, on devrait être dans l'opulence. Ben, ce n'est pas le cas. Du tout. On est obligé de rendre des moyens pour le trou de la Sécu. Voilà. Alors, pour la démographie, nous avons, grâce à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire grâce à la crise Covid, c'est extrêmement clair. Nous avons pris le pouvoir. Les tutelles ont été en dessous de tout. Le ministère a été nullissime. Je vais vous citer l'exemple, puisque je suis psychiatre de la psychiatrie. Dans les hôpitaux psychiatriques, ils sont très compétents en psychiatrie, en santé mentale, dans les ministères, tout le monde le sait, notamment au ministère de la Santé. Ils savent tout. Ils nous disent comment faire. Ils ont des idées à notre place. Mais quand il y a eu la crise, ils sont restés silencieux. Ils ne savaient pas quoi faire. Dans chaque hôpital, de manière structurelle, et on peut décliner la psychiatrie ailleurs, hein. Dans chaque hôpital, les conseils d'administration ont cessé de se réunir, les CME se sont réunis sans directeur, il n'y a plus de directoire, tout ça c'était fini. Réunion d'équipe direction, tout le monde s'en foutait. Nous avons rentabilisé les collèges médicaux, les cellules de crise et les comités d'éthique. Et les comités ad hoc lorsqu'il y avait une réanimation. C'est-à-dire que l'hôpital a fonctionné uniquement avec des médecins. Partout, y compris dans mon hôpital, et surtout dans mon hôpital, puisque je peux en témoigner. Entre le comité d'éthique, les collèges médicaux, c'est-à-dire le CME sans directeur, et troisièmement, les cellules de crise, c'était nous qui faisions tout. Le ministère, après un mois et demi, s'est aperçu qu'il fallait donner des consignes. Donc ils ont essayé d'aller à la pêche aux informations. Nous nous étions organisés au niveau national.
les hôpitaux psychiatriques, nous donnions des informations mutuellement. Mais c'est partout pareil, hein, dans tous les hôpitaux. Et quand le gouvernement a fini par donner des instructions un tout petit peu crédibles, il n'a fait que des copies-coller sur ce que nous avions conçu. À l'issue de cette crise, je dis bien la crise de 2020, la première, celle où l'opinion publique nous suivait et nous aimait, nous applaudissait, parce que c'est fini maintenant. Lors de cette crise, à l'issue de cette crise, Macron était mal, Véran était mal, ils ont décidé de faire un geste. Et ce geste a été important. Pour récupérer le pouvoir à l'hôpital, il fallait nous acheter. Il y a eu le Ségur. Il ne faut pas cracher sur le Ségur. Le Ségur a apporté globalement, je dis bien globalement parce que c'est comme ça qu'il faut raisonner quand on est syndicaliste, quand même, plus 20% de budget d'augmentation sur le salaire de médecins. Ça a été, vous le savez très bien, ont été priorisés la prime d'exercice public exclusive et la création de 3 nouveaux échelons et la suppression des premiers. Il y a eu de grosses fautes psychologiques là-dedans. Parce que la création de 3 nouveaux échelons, c'est pas comme ça qu'il faut dire. C'est la création de 3 échelons exceptionnels. La fonction publique a l'habitude, et lorsqu'on crée des échelons exceptionnels, la grève suivante, on abrège le temps pour l'obtenir. Mais quoi qu'il en soit, on a eu 20% d'augmentation. Avec 3 conditions, 2 plus 1. Premièrement, nous avons demandé que dans le texte figure un alinéa sur un comité de suivi. Et le comité de suivi porterait sur, premièrement, les hôpitaux universitaires, parce que le compte n'était pas bon. Deuxièmement, sur la 5e plage horaire, en faveur surtout des réanimateurs qui étaient demandeurs, mais ça bénéficiait à tout le monde. Et troisièmement, un peu plus tard, pour ne pas trop que les générations intermédiaires se sentent lésées, 2 échelons accélérés pour les milieux de carrière. Je vous dis tout de suite, on n'a rien obtenu. Ensuite, les rapports de force avaient changé, Véran était sur la fin, Braun n'y pense même pas. Donc, ces 3 éléments n'ont vu surgir, mais peut-être que tu en parleras mieux que moi, que de minables petits avantages aux universitaires, je dis bien minables, parce qu'il fallait quand même contenter. C'est d'autant plus minable que les universitaires ne sont pas très nombreux, que ça ne coûte pas très cher. Bon, c'est comme ça, c'était minable. Quoi qu'il en soit, le Ségur, lui, n'a pas été minable parce qu'on a eu des sous. Et ce qui est déplorable, c'est qu'il n'y a pas eu de suite qui était prévue ensuite. La crise financière, elle est à l'origine de ce qui va se passer maintenant, de ce que je vais raconter, parce que tout ne se fiche pas à 2020-2021. Il faut voir ce qui se passe maintenant. Il y a l'inflation, le pouvoir d'achat baisse, nous avons d'énormes problèmes économiques. Nous avons déjà rencontré les autorités, nous savons parfaitement qu'il n'y a pas un centime pour nous. Et il y aura de l'argent pour personne, parce que la France est en crise. Il y aura de l'argent pour personne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ce qui s'est passé depuis est pour nous problématique. Nous avons eu comme ministre des mauvais, des moins mauvais. Nous avons eu Mattei, je pense que c'est un bon ministre. Nous avons eu Douste Blazy, bon, c'était un universitaire. Nous avons eu Kouchner, médecine humanitaire. Nous avons eu Buzyn, qui était ministre, qui était PUPH, et nous avons eu Véran, qui était PH. La PUPH, Buzyn était hématologue, et Véran était, lui, neurologue hospitalier. Bref, des hospitaliers avec un a priori quand même d'une certaine neutralité, parce qu'un neurologue, est-ce que c'est un problème pour qui que ce soit dans cette salle? Non, un neurologue, il voit la médecine avec sa spécialité et puis c'est marrant. Une hématologue, pareil. Médecine humanitaire, encore plus. Le gouvernement, et Macron, a choisi un ministre qui s'appelle Braun. Braun était président d'un syndicat d'urgentistes. Il n'a pas signé le Ségur, ce qui est déjà un peu bizarre.
le président choisit comme ministre quelqu'un qui n'a pas signé un protocole d'accord voulu par le président. Ça fait passer un peu l'éducation nationale et le changement de ministre. Mais là, en l'occurrence, c'est le contre-pied. La raison pour laquelle il n'a pas signé, c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour les garder astreintes. Revendication classique des urgentistes. Alors, avant d'aller plus loin, moi, je voudrais gueuler, et j'espère ne pas offusquer Sadek, qui est anesthésiste. Mais il est professeur d'anesthésie, ça me dule un peu, mais ça fait à peine. Ça fait 25 ans, et j'ai des témoins personnels dans cette salle avec qui j'ai négocié longuement avec eux face au pouvoir. Ça fait 25 ans que réforme après réforme après réforme, on donne de l'argent aux gardes et astreintes, aux astreintes et aux gardes. On a inventé le repos de sécurité. On a inventé énormément de choses. Toutes les avancées depuis 25 ans sont à dominante énorme, garde et astreinte, avec 2 disciplines priorisées, toujours. Ceux à travail posté, c'est-à-dire urgentistes, anesthésistes. Prenez un petit peu Wikipédia ou Google, vous verrez les améliorations. 2000, 2003, etc. Toujours garde astreinte. Ce qui fait que vous avez des anesthésistes à l'heure actuelle qui font leur boulot correctement, en fonction des textes en vigueur, qui finissent par gagner 2 ou 3 fois plus d'argent qu'un gériatre ou un psychiatre, qui fait son boulot stricto sensu. Et en plus, il a le temps. À 4 heures, quand il quitte son boulot, c'est fini. Un psychiatre, un neurologue, un chirurgien, un biologiste, quand il quitte à 16 heures, il pense à ses malades. À 20 heures, sa surveillante peut l'appeler. C'est pas fini pour lui. Il est stressé. L'anesthésiste et l'urgentiste, quand ils partent, c'est tout. C'est un travail posté. C'est pour ça qu'ils se battent comme des chiens pour le comptage horaire et nous contre. Parce que nous, le travail ne se limite pas à 3h30. Nous avons des responsabilités. Moi, depuis que j'avais été nommé chef de service, je sais que j'ai toujours vécu sous l'angoisse du coup de fil de 23 heures. Un coup de fil à 23 heures, c'est peut-être qu'il y a une merde dans l'hôpital. Ou dans mon service. Bon, bref. Alors, quel est le problème, en dehors de ce que nous savons sur l'argent? D'abord, il y a le problème, donc corporatiste, le problème corporatiste du fait qu'on a choisi comme ministre quelqu'un qui est le récipiendaire professionnel de toutes les avancées depuis 25 ans. Nous n'avons eu, tous les autres, que la prime multisite, pas grand-chose, la prime d'exercice public exclusive, mais qu'eux touchent aussi. Le psychiatre, qui se fait insulter, qui reçoit des crachats, qui est en danger permanent avec les malades dangereux dans une unité pour malades difficiles, il n'a pas un centime de prime pour ça. Rien. La pénibilité des pharmaciens, des biologistes, etc., ça n'existe pas. La seule pénibilité qui existe, c'est l'astreinte et la garde. Donc, si on veut faire revenir un peu les médecins à l'hôpital, il faut penser autrement. Donc, premièrement, nous avons un ministre, je ne lui fais pas du mal, bon, je l'ai vu plusieurs fois. La première fois que je l'ai tout de suite agressé en lui disant ce que je vous dis, je lui ai dit. Je lui ai dit, écoutez, c'est pas normal, on nous met quelqu'un qui a... Il me dit, mais non, à la minute, Norbert, où j'ai été nommé, je ne suis plus urgentiste. Il faut me croire. À la minute où j'ai été nommé, je ne suis plus urgentiste. C'est fini, c'est fini. Oui, mais je sais très bien quels sont ces coups de fil et quels sont ces... Alors, je vous ai dit, enterrez tout par la parlotte. Vous le savez très bien. Comité de suivi des urgences. Et pourquoi les urgences? De plus. Pour les urgences, c'est un problème de fond. Nous savons tous que accroître la masse financière et démographique des urgentistes ne résoudra pas le problème de l'hôpital ni des malades. Il faut des généralistes en plus grand nombre et il faut des services en aval. Ça ne sert à rien de gonfler les urgences. C'est déjà un problème en tant que tel. Les praticiens n'aiment pas ces choses-là. Donc déjà la promotion d'une seule direction par Macron, il y en a 2 des directions. Premièrement, les urgences.
Deuxièmement, la psychiatrie de l'enfant et l'autisme. Ce n'est pas franchement, en ce qui concerne le point numéro 2, la chose la plus urgente en psychiatrie. C'est plutôt les malades difficiles et dangereux. Mais à part ça, le reste, je ne connais pas. Donc, la parlotte, l'enterrement des dossiers. Très vite après la nomination de, faut que je vous dise ça, très vite après la nomination de Braun, une initiative est née à la demande de 2 présidents de conférences de présidents de CME, mais aussi fortement téléguidée par le gouvernement avec participation de l'APH. C'est de créer un groupe de 19 syndicats libéraux, hospitaliers et conférences. Ce groupe se veut un groupe unitaire pour faire des propositions communes. Et derrière, il y a le gouvernement. Et derrière, il y a le grand débat. Et derrière, il y a le Conseil national de refondation. Et bien moi, je vais vous dire, je suis totalement opposé à cette unité de toute la médecine, un peu gnangnan, pour les 3 ou 4 points éthiques qui nous concernent en commun. Nous avons un conflit d'intérêts réel avec les libéraux et les privés. Il ne faut pas se le cacher. On n'est pas là pour leur faire la guerre. Mais si quelqu'un part de l'hôpital parce qu'il est dégoûté, parce qu'il ne gagne pas assez, où est-ce qu'il va? Sur la Lune? Non, il va en face, la clinique d'en face. Lorsque un jeune se destine à faire du libéral et pas de l'hôpital, c'est un problème. C'est un problème. Donc, noyer l'ensemble des problèmes dans une unité factice de toute la médecine pour dire c'est pas bien les épidémies, la prochaine crise du Covid, et troisièmement, il faut respecter les docteurs. Moi, je suis désolé, mais la médecine hospitalière a des revendications très précises et je ne suis pas du tout d'accord pour le confusionnisme organisé par le pouvoir à l'heure actuelle. Je vous ai dit que je ne serais pas très optimiste aujourd'hui. Ce confusionnisme voulu à la tête de l'État n'est pas bon. Nous avons besoin de dialogue pour les hospitaliers. Et en ce qui concerne les hospitaliers, pas que pour les urgentistes. Face à ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est de reprendre ce qu'on n'aurait jamais dû abandonner, c'est-à-dire sans illusion vis-à-vis de ce qui se passe au niveau des tutelles, et bien faire un travail syndical de base. Ne pas perdre les élections, faire des journées d'action, faire des placards publicitaires dans la presse, alerter l'opinion. Nous en sommes à un niveau où nous devons faire peur, obligatoirement. Et nous devons attirer l'attention d'une manière très forte. Je n'ai pas la solution. Je ne suis pas fakir et je ne sais pas. Mais il faut trouver un moyen, et les pharmaciens ont leur rôle là-dedans, les psychiatres aussi. Il faut trouver un moyen pour mettre en avant l'hôpital et que ce ne soit pas détourné par la propension actuelle de détournement sur les urgences. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est ça. C'est ça qui est en train de se passer. À l'issue du Covid, à l'issue des grèves, à l'issue du renouvellement du président de la République, il nous a sorti une mission flash sur les urgences, et après la mission flash sur les urgences, un comité de suivi des urgences. Les universitaires, les générations intermédiaires, la dévalorisation, et je finirai par un dernier mot tout aussi pessimiste. Lors d'une campagne électorale récente pour le compte des psychiatres, le staff de l'IDEP, qui est l'équivalent du SNP-HPU, mais pour les psychiatres, on a fait nos comptes. Entre un chef de service, deuxième catégorie, premier groupe de 1981, et un 13e échelon de 2010, entre la désinflation compétitive, l'écrêtage, la repyramidalisation, le collègue, il a perdu 60% de pouvoir d'achat en euros constants. C'est-à-dire qu'en 1979, il y avait la maison, il pouvait s'acheter sa résidence principale sans problème, il pouvait changer de voiture régulièrement et s'acheter une maison de campagne. Maintenant, s'il a le malheur d'habiter à Paris, le jeune, ou à Lyon ou à Marseille, ou à Toulon, il ne pourra pas s'acheter sa résidence principale ou uniquement à la fin de sa carrière. Bon, eh bien, à l'heure actuelle, nous avons affaire à une crise majeure que vous connaissez. Le but n'est pas de faire de la politique, mais il est possible que l'Ukraine, quand même,
ne soit pas obligatoirement l'Ukraine et que l'Ukraine cache une crise où ça a un peu de comment dire, d'alibi. Derrière l'Ukraine, il y a une vraie crise. Et je ne suis pas sûr que s'il n'y avait pas la guerre en Ukraine, il n'y aurait pas de toute manière d'inflation. Mais quoi qu'il en soit, nous avons eu 60% de perte de pouvoir d'achat en une génération et demie. Si maintenant on a 20% de perte du pouvoir d'achat, il y a un mot, ça s'appelle la prolétarisation des médecins hospitaliers. Voilà. Je pourrais dire d'autres. Merci Norbert. On va essayer de ne pas se tirer une balle dans la tête quand même tout de suite. Merci Sadek, beaucoup. tu as la parole juste. Je suis un peu gardien du temps et on doit rendre absolument l'amphi à midi. Mais je vais être beaucoup plus court que mon ami Norbert. Merci beaucoup de cette invitation, de ce congrès qui nous honore, ne serait-ce que par sa qualité. J'ai beaucoup apprécié les mots de Madame Andréotti ce matin en ouverture. Et puis avec ici à Toulon, notamment Stéphane Bourset et d'autres, on est avec des amis. J'ai bien aimé la conférence de prestige d'Olivier Babot, et j'ai bien aimé quand il a parlé du temple d'Apollon, en disant qu'au frontispice du temple d'Apollon, il y a « connais-toi toi-même ». Bien sûr, connais-toi toi-même et tu découvriras la lumière et les dieux. Ce qui est intéressant, c'est de l'autre côté du temple d'Apollon, il y a une autre inscription qui est moins connue, et qui dit « prends soin de toi-même ». Bon, ce n'est pas la pub de « prends soin de toi », quoi, hein, mais « prends soin de toi-même ». Ça veut dire que c'est important d'être bienveillant avec soi-même et donc avec les autres, parce que nous ne sommes pas des machines. Bien sûr, il a montré que les machines avaient un risque de nous remplacer. Les machines font beaucoup moins d'erreurs que nous. Mais ce qu'on attend d'un humain, ce n'est pas les machines, ce qu'on attend d'un humain, c'est de l'imagination, des émotions et de la conscience. On avait demandé à Garry Kasparov, le champion du monde d'échecs, qu'est-ce que ça faisait d'être battu par une machine. Et Kasparov disait, le danger, c'est pas que les machines nous remplacent. Le danger, c'est qu'on se mette à penser comme elles, mécaniquement. Et je veux faire ce préambule parce que, à mon sens, c'est un des éléments du combat syndical que l'on a. C'est de rappeler à chaque fois qu'il y a l'humain, qu'on est dans une dimension humaine, on est dans des métiers de l'empathie, de la relation, et c'est parce que le gouvernement, les dirigeants prennent bien soin de nous, que nous, on pourra, à notre tour, bien prendre soin des patients. Norbert a parlé de la conférence des parties prenantes. Bon, bien sûr, qui fait partie du grand débat du CNR Santé. On y participera, bien sûr, mais en étant très clair sur nos revendications hospitalières et universitaires. Parce que les deux piliers actuellement présentés par François Braun sont très incomplets par rapport à ce qui nous préoccupe. François Braun a dit les deux piliers principaux, c'est un, la santé globale, One Health, pour faire chic, la santé globale, c'est-à-dire prévention, dépistage, soins et suivi. OK. Le deuxième, c'est la perte de sens des professionnels de santé. C'est vrai que le sens, c'est important, mais sauf à imaginer que dans la question de la perte de sens, on inclut les salaires, les statuts, les temps de travail, les retraites, la gouvernance, l'attractivité des carrières, les moyens permettant de soigner dignement des patients toujours plus nombreux et plus complexes, OK. On voit bien que la crise que l'on a, Norbert l'a rappelé, elle atteint l'ensemble du système de soins, autant les CHU des grandes villes que les que les centres hospitaliers des régions. Et ça pour toutes les disciplines. La médecine, la pharmacie, la biologie, la chirurgie, la psychiatrie, et pas simplement les seules urgences, n'en déplaise à notre nouveau ministre. Plus spécifiquement, ce que nous demandons et nous rappelons, c'est qu'un simple rattrapage de mesures qui ne sont que justice devant la dégradation continue de nos conditions de travail. C'est-à-dire, très brièvement, pour les universitaires, la normalisation du déroulé de carrière avec le relèvement du nombre d'échelons, en accord avec le travail fourni, l'aménagement de l'accès des collègues à la première classe et à la classe exceptionnelle, alors que trop de collègues restent coincés en seconde classe, ce qui est scandaleux, la reprise automatique par le CNG de toute l'intégralité de l'ancienneté hospitalière,
pour le calcul du montant des retraites HU, y compris les temps de mobilité à l'étranger et de praticiens non titulaires, ce qui est vraiment la plus élémentaire des justices. Également pour les retraites des HU, dont le traitement reste proprement scandaleux, nous demandons l'intégration de tous les émoluments, c'est-à-dire avec les primes, gardes et astreintes, dans le calcul de l'abondement du plan d'épargne retraite. Et puis, en termes d'équité entre les générations, nous demandons pour les nouveaux HU nommés le rétablissement de la possibilité de rachat des services auxiliaires, ainsi que le rétablissement de l'accès à la retraite complémentaire type PERP ou préfonds. Ces revendications ne sont que justice. D'ailleurs, leur nombre est étonnamment faible, mais on va se concentrer sur ce que l'on a voulu et dit. Deuxièmement, pour tous les praticiens hospitaliers. Bien sûr, je reprends les remarques très pertinentes de Philippe Meunier qui sont, encore une fois, frappées du coin du bon sens. Revalorisation de tous les salaires et puis des grilles de carrière, reconnaissance et financement de la 5e place journalière, ce qui fera 2 demi-journées pour le travail de jour et 3 pour le travail de nuit, amélioration des conditions de travail. Je n'oublie pas non plus l'accès à une réelle formation médicale continue, simplifiée, adaptée à notre exercice. Médicalisation de la gouvernance et lutte contre les usines à gaz, même si on voit que c'est important, le gaz. L'hôpital public en France est suradministré et sous-géré par des technocrates non médecins, ce qui le transforme à la fois en gouffre financier et en repoussoir pour tous les soignants. Toutes ces mesures que j'ai brièvement égrenées sont très concrètes et permettent de nous rappeler et de comprendre Bossuet. Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. Se plaindre des conséquences alors qu'on en chérit les causes. Les conséquences délétères à l'hôpital sont connues de tous. Faillite de l'hôpital public, avec selon les disciplines, 20, 30, 40, 50% de postes vacants. Désertification, gabegie de l'intérim médical. Ça, c'est les conséquences, tout le monde connaît. Les causes sont étonnamment simples. L'hôpital nous maltraite alors que nous demandons simplement la possibilité de pouvoir faire notre devoir. Il y a un vieux lord anglais qui avait dit « La liberté n'est pas le pouvoir... » Il faut que tu boives un petit peu d'eau, Norbert. Non, ça va, ça va. C'est ce que tu dis qui passe pas. C'est une vieille discours entre nous. La liberté n'est pas le pouvoir de faire ce que l'on veut. La liberté, c'est le droit de faire ce qu'il faut. Et on a un système de machines qui ne pensent pas, qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas d'émotion, et qui nous forcent et qui nous poussent à être des petits caporaux bien fidèles. En tout cas, nous participerons à la conférence des parties prenantes, mais nous refuserons que le débat démocratique pour la santé soit confisqué par des arguties procédurales et politiciennes, avec un tout petit p. Nous, on aime bien le petit p quand il est inférieur à 0,05, mais quand c'est le tout petit p politicien, ça ne nous va pas du tout. C'est vrai qu'en post-Covid, Norbert l'a rappelé, il y a la guerre en Europe, l'inflation, la montée des taux, le risque de récession, l'inquiétude est grande partout en Europe. J'étais étonné, surpris que Elisabeth Borne, dans son séminaire de rentrée sur les 5 grands chantiers d'urgence et réformes, les 5 grands chantiers d'urgence et de réformes dont la France a besoin, il y a la transition écologique, le plein emploi, la souveraineté, l'égalité des chances, et c'est là qu'elle met la santé et la cohésion des territoires. Ça veut dire qu'elle met la santé dans une discussion, dans un débat d'essence politique. Liz Truss, la nouvelle première ministre du Royaume-Uni, très libérale, en tout cas plus que moi, a dit le 6 septembre, dans son premier discours, qu'elle avait 3 grandes options pour le Royaume-Uni. 3. Résoudre la crise énergétique, le gaz, réduire les impôts, et libéral, et 3. Réformer le système de santé. Ça veut dire qu'on a compris que dans une période de crise très dure, aux répercussions multiples telles que nous la vivons, la santé est essentielle pour tous. C'est le dernier filet de sauvetage pour les plus vulnérables. Et il faut que nos dirigeants comprennent bien
que le bon soin pour les soignés passe aussi par un bon soin pour les soignants. Je termine. Norbert me taquine toujours parce que je suis un affreux réactionnaire de droite, alors que lui, il est emblématique de la gauche éclairée. Il est de la gauche éclairée, il est de gauche parce qu'il a touché sur la liberté. Il est de gauche parce qu'il pense que l'égalité permet la liberté. Moi, je suis de droite parce que je pense que c'est la liberté qui permet l'égalité. Ce qui nous réunit, la fraternité fait le lien entre liberté et égalité. C'est la vision commune du syndicalisme. Merci aux organisateurs de ce congrès de permettre de parler, d'exprimer un syndicalisme métapolitique, au sens où il est au-dessus des partis, parce que faire pression ainsi sur le gouvernement pour pouvoir prendre soin des soignants, c'est une simple façon de continuer à prendre soin des soignés. Merci beaucoup de votre attention.